Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais continuer avec vous la réflexion sur l'économie, le capital économique, et j'aimerais établir quelques liens entre le capital économique et nos propres habitus. Alors, il faut noter que l'argent a une influence sur notre cerveau, sur notre façon de penser, sur nos goûts, sur nos désirs, sur notre façon d'agir, etc. L'argent sculpte nos habitus. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas juste une liasse de billets dans ma poche ou une écriture comptable dans un compte en banque, mais c'est vraiment une réalité, une structure qui va complètement conditionner ma façon de voir le monde. Et les riches n'ont pas la même façon de penser, de sentir, d'agir que les pauvres. Ils n'ont pas la même vision du monde, ils n'ont pas les mêmes possibilités, ils n'ont pas le même champ des possibles. Bien sûr, ils sont à l'abri du besoin, ils sont libérés des nécessités matérielles, libérés du besoin de travailler. Ils ont du temps libre, ils ont du loisir, ils ont accès à tous les loisirs, de ce qu'on pourrait appeler la classe oisive ou la classe des loisirs. Le capital économique n'influence pas uniquement notre esprit, nos idées, nos désirs, nos goûts, mais il influence aussi et détermine, conditionne notre propre corps, puisque l'on sait statistiquement que les riches sont plus grands que les pauvres, de taille, ils vivent plus longtemps en meilleure santé. Donc on constate donc que même notre corps et notre santé sont conditionnés par notre classe sociale. Notre corps n'est pas uniquement une réalité naturelle ou génétique, c'est aussi une réalité sculptée et construite par notre classe sociale. Notre corps n'est pas uniquement un objet naturel, c'est un objet construit aussi par la culture et la société. Bien sûr, les dominants ont les moyens pour manger sainement et accéder aux meilleurs soins, ce qui leur permet évidemment de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. On constate qu'il y a moins de suicides chez les riches, moins de pathologies mentales, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les pauvres et beaucoup plus de pathologies mentales, de maladies chez les personnes issues des classes populaires. Donc notre capital économique, notre classe sociale conditionne, influence, détermine notre habitus. Mais qu'est-ce qu'un habitus? Je reviendrai sur cette question de l'habitus, qui est une question fondamentale et très difficile, évidemment. Mais pour aller vite, on peut dire que l'habitus, pour Bourdieu, c'est un ensemble de dispositions permanentes et inconscientes. Alors, disposition, ça fait appel, enfin, ça signifie les désirs, tous nos goûts, nos désirs, nos affects, nos émotions, nos idées, toutes les catégories, les connaissances qu'on a enfouies et qu'on a au fond de notre cerveau. Ce sont des dispositions permanentes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas facilement et elles sont inconscientes euh, parce que on les a acquises, on a été enfant avant d'être adulte et on les a acquises à des moments de notre vie où on n'était pas vraiment en pleine possession de nos moyens intellectuels pour réfléchir justement à tous ces comportements, ces façons d'agir, de penser qu'on a incorporés sans vraiment nous en rendre compte. Donc l'habitus, je répète, disposition permanente et inconsciente conditionnée par notre classe sociale. Notre parcours scolaire aussi, l'école peut nous déterminer, nous conditionner à penser d'une certaine manière, à avoir un certain habitus, notre position dans un champ, dominant ou dominé. Alors je reviendrai encore une fois plus en détail sur cette question du champ, des dominants, des dominés, du champ comme champ de force et du champ comme champ de lutte, la lutte des dominants pour préserver leur domination et la lutte des dominés pour renverser les dominants, etc. Cette question de l'habitus et du champ et ces trois concepts qui sont extrêmement reliés, interdépendants, le capital, l'habitus et le champ, donc je les traiterai de façon beaucoup plus détaillée dans une autre vidéo. Donc pour l'heure, sachons juste que l'habitus, donc c'est l'ensemble des façons de penser, de sentir et d'agir qui nous viennent de notre famille, de l'école, de notre profession. Donc les riches ne pensent pas comme les pauvres, si vous voulez, les industriels ne pensent pas comme les ouvriers, les paysans ne pensent pas comme les professeurs d'université, les artistes ne pensent pas comme les instituteurs, etc. Nous sommes façonnés, influencés, construits, déterminés, conditionnés par notre appartenance de classe. L'habitus est à peu près synonyme de mentalité, mais une mentalité de classe. Ce n'est pas une mentalité individuelle, personnelle, subjective, particulière, c'est une mentalité sociale, c'est une mentalité socialement construite, socialement déterminée. C'est la mentalité d'un groupe social. On pourrait dire que les ouvriers ont la même mentalité, le même habitus d'ouvrier, tous les paysans ont le même habitus, la même mentalité de paysan, tous les industriels ont le même habitus, la même mentalité d'industriel, etc. Capital économique et confiance en soi.
Alors, il faut savoir que la confiance en soi, la fierté, la certitude de soi, la certitude de sa propre valeur ne sont pas égalitairement distribuées dans la société. Les riches diplômés ont confiance en eux, et ils sont fiers d'eux-mêmes, ils sont sûrs de leur valeur. D'ailleurs, ne se considèrent-ils pas comme des êtres libres, comme des individualités irremplaçables? Ils se considèrent comme faisant partie de l'élite dominante. Ils se considèrent évidemment comme supérieurs au troupeau, à la masse, à la populace, supérieurs aux ouvriers, supérieurs aux paysans, plus intelligents, d'une race quasi supérieure, d'une essence supérieure, d'une nature supérieure. Ça correspond à cet habitus de la bourgeoisie qui est l'habitus de la supériorité, de la distance, de la distinction. Euh, Bourdieu utilise à leur propos cette expression latine très belle, la certitudo sui, la certitude de sa valeur, de sa supériorité, de sa nature différente, extérieure et supérieure, bien sûr, aux classes populaires. De l'autre côté, on peut constater que les pauvres ont honte d'eux-mêmes. Il y a une honte sociale, la honte d'être pauvre, honte d'être au chômage, honte d'exercer un métier manuel, honte de ses parents, de son origine de classe, etc. Il y a aussi une honte culturelle, une honte linguistique, honte de ne pas être cultivé, honte de ne pas maîtriser la langue, honte de son accent. Bien sûr, il y a une hiérarchie des accents, une hiérarchie des langues, l'accent parisien étant l'accent dominant en France, etc. Si cette question de la discrimination linguistique ou de la honte linguistique vous intéresse, vous pourrez lire le livre La glottophobie de Philippe Blanchet, qui est un livre justement sur cette discrimination linguistique, la discrimination des accents, etc. L'argent, le capital économique, donne un pouvoir sur l'espace, sur le monde. Le capital économique nous permet de voyager, de posséder des propriétés, des maisons un peu partout dans le monde, de posséder et d'exploiter les ressources naturelles, les ressources naturelles africaines ou autres. Donc, l'argent donne un pouvoir sur l'espace. La bourgeoisie globale, mondiale, mondialisée, mondialiste, qui prône évidemment la libre circulation des riches, la libre circulation de ses capitaux, de leurs marchandises et de leurs idées. C'est ce qu'on appelle tout simplement la globalisation, la mondialisation, si vous voulez, qui entraîne cette interdépendance entre tous les pays, cette interdépendance entre toutes les entreprises. Lorsqu'une entreprise française, pour produire un petit quelque chose, elle a besoin d'importer des éléments qui viennent de Chine, d'autres qui viennent du Brésil, etc., etc. Il y a une interdépendance mondiale dans cette globalisation. Le capital économique nous donne aussi un pouvoir sur le temps. Il nous donne même du temps. D'ailleurs, Bourdieu utilise une expression. Il dit toujours que le capital économique, c'est du temps cristallisé. Quand on a de l'argent, on a du temps. On n'a pas besoin de travailler, donc ça nous libère du temps. Donc, quand on a de l'argent, on n'est pas soumis aux nécessités matérielles, aux urgences de la vie. On n'a pas besoin de travailler. Donc, on a tout son temps, tout le loisir, toute la scolée en grec, ce qui va donner le scolaire, la scolastique, le point de vue scolastique, c'est-à-dire le point de vue des gens qui ont le temps de réfléchir. Donc on a tout le loisir pour faire ce que l'on veut, voyager, aimer, lire, s'instruire, créer, etc. Donc la bourgeoisie, elle a donc cet argent et ce temps pour se cultiver, elle a cet habitus de la liberté, habitus de cultiver, contrairement aux dominés qui, eux, n'ont pas les moyens vraiment de faire de longues études, etc. Donc, ceux qui n'ont pas de capital économique, les pauvres, sont soumis à la nécessité du travail. Ils sont contraints de travailler pour survivre. Ils ont très peu de temps pour eux, pour la culture, pour l'instruction, pour la formation, pour l'amour, pour les voyages, pour la création, pour l'art, etc. D'où la question importante de la diminution du temps de travail, pour se libérer de l'exploitation et avoir du temps pour se cultiver justement, pour aimer, pour voyager. Donc il est nécessaire de diminuer le temps de travail, diminuer le temps de l'exploitation pour accéder à l'universel, à la culture, à la connaissance, à l'amour, etc. Donc il y a une question, la question de la robotisation des robots. Certains penseurs estiment que les machines et les robots travailleront pour nous. C'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin de travailler. Et les robots produiront toutes les marchandises dont nous aurons besoin. Donc les robots vont nous libérer de l'exploitation, ils vont nous libérer
du travail. On pourrait dire que les Grecs avaient des esclaves pour travailler à leur place, ce qui leur a donné le loisir pour accéder à la culture et à la politique, et que nous aurons des robots qui travailleront à notre place pour disposer du temps libre pour accéder à la culture. Est-ce que nous allons nous libérer donc du travail par la robotisation ou est-ce qu'au contraire, on va tous tomber dans le chômage de masse puisqu'il n'y aura plus de travail, les robots donc prenant la place des ouvriers? Question, qui possède les robots et les machines? Bien sûr, ce sont les riches, ce sont les dominants. Alors, on pourrait faire une sorte de scénario catastrophe ou de dystopie ou de prospective. On aura peut-être dans le futur une minorité de riches avec leurs robots produisant des marchandises, toutes les marchandises, et une majorité chômeuse qui n'aura pas les moyens de s'acheter ce que produiront les robots. On aura comme ça des crises de surproduction à répétition. Autre question, est-ce qu'il faut nationaliser et socialiser les robots et les autres moyens de production? Encore une fois, pour mieux répartir les richesses. On voit qu'il y a donc un déterminisme économique pour accéder au capital culturel, pour accumuler du capital culturel. Le loisir, le temps libre, c'est ce qui permet d'accumuler du savoir, du capital culturel. Nous ne sommes pas contraints de travailler, donc on a le temps de se cultiver, de s'instruire, de se former. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est très important. Les Grecs avaient compris que pour avoir du loisir, pour accéder à la politique, à l'art, au sport, à la culture, il fallait des esclaves. Il faut des esclaves qui travaillent à notre place, qui nous libèrent ce temps libre nécessaire à la création. Bien sûr, il ne s'agit pas de justifier l'esclavagisme, mais en tout cas, les Grecs avaient vu ce lien entre le temps libre et l'accès à la politique et à la culture. Et pour avoir du temps libre, eh bien, ils ont été amenés à esclavagiser d'autres personnes. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, nous avons des ouvriers, des robots? Ça pose la question du temps libre pour ces mêmes ouvriers. Qui, euh, qui travaillera à la place des ouvriers pour leur donner justement ce temps qui leur est nécessaire pour accéder à la culture et au savoir? Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas encore à liker, à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à commenter. Ça m'aide beaucoup à améliorer mon travail. À bientôt.